Ça coule de source, bienvenue, bonsoir, c'est Mandax, et ceci le magazine de l'esprit critique en direct, en blouse et en cravate, sauf qu'il n'est pas en direct, parce qu'il y a eu un léger souci, un gros souci informatique, voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, donc je réenregistre dans les conditions du direct ce soir l'émission telle qu'elle aurait dû se dérouler, sans l'interview du segment 2. Je vous rappelle que le segment 1, Confluence, c'est une revue des publications des gens de la sphère sceptique. La partie 2, en direct de la source, on fait une interview, un entretien, et là on avait 3 invités, auprès desquels je m'excuse, comme je m'excuse auprès du public qui était présent pendant le live et qui est resté le bec dans l'eau quand la connexion n'a plus fonctionné. D'ailleurs, je vous signale que depuis que j'ai arrêté, la connexion Internet marche du feu de Dieu. Tout marche très très bien, sauf quand il faut. Loi de Murphy, comme vous savez. Et la partie 3, c'est la partie résurgence, où on réagit à ce qui se passe sur les réseaux, et au sens large, les réseaux autour de la pensée critique. Et vous savez bien qu'il se passe des choses actuellement un peu chaudes, donc je vais y revenir à la fin. Nous allons enregistrer l'entretien avec l'équipe qui a débunké le documentaire d'Arte sur des vaccins et des hommes dimanche après-midi, dans les conditions du direct. Et donc j'ai bon espoir de pouvoir vous diffuser cette partie qui s'appellera, qui aura un titre, on verra bien, dès dimanche soirs, au plus tard lundi. Voilà, en m'excusant encore une fois pour... voilà. Donc, soutenez-nous moralement au moins, on en a besoin pour continuer. Donc je passe au segment numéro 1 qui est Confluence. Et Confluence, donc c'est le passage en revue. Alors, pour le passage en revue, ce qu'il a eu comme événement depuis le dernier Ça coule de source, ce sont les rencontres de la critique de Toulouse, qui étaient, voilà, c'était très bien. Il y a eu plein de monde, et vous, qui n'étiez pas présent peut-être à l'événement, vous aurez accès aux conférences et aux tables rondes. Là, vous avez accès déjà aux tables rondes de l'an dernier. Il y a les annonces là de ceux qui étaient présents cette année. L'an dernier, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il suffit de vous connecter à la page YouTube Rec Toulouse pour avoir accès à tout ça. Vous aurez plein de choses qui ont trait à beaucoup de facettes du monde sceptique et zététique. N'hésitez pas, c'est très bien. Nous avons eu un truc assez intéressant qui se passe sur France Culture. France Culture a un podcast qui s'appelle Votre cerveau. Et Richard, mon voisin, a écrit 6 épisodes d'environ 10 minutes sur les biais cognitifs, sur différents aspects de l'esprit critique. Et en fait, c'est la saison 2. La saison 1 était avec Albert Moukébert, qui est un neuroscientifique. Et la partie 3 est déjà annoncée, et ce sera avec Sama Karaki, qui est l'autrice du livre « Le talent est une fiction ». Donc moi, je félicite France Culture, qui donne la parole à des gens très intéressants, sur des sujets très intéressants, dans un format très bien. J'ai pas tout écouté, hein. Je vous allez picorer un petit peu ces vidéos. C'est du très bon. Alors c'est en mode podcast, et vous avez aussi le format vidéo, vous avez les deux, selon vos préférences. Allez-y. Quand le service public fait des choses bien, il faut le dire, parce qu'on est quand même assez prompt à critiquer quand même, hein, il faut le reconnaître. Donc quand c'est bien, eh bien, il faut le dire, et là c'est très bien. Bravo France Culture pour ce format-là. Votre serviteur était invité du salon Devox le 5 mai, c'était quel jour? 3 semaines, attendez là, hop, on aura le jour. C'était le 26 avril. C'était le 14 avril, mais c'est diffusé le 26 avril. Bref, en tout cas, c'était un salon intéressant des développeurs, beaucoup de gens, voilà, au Palais des Congrès, c'est ça. Et on m'a invité à faire une keynote, une conférence introductive d'environ 20 minutes, et j'ai choisi de parler de l'optimisme. Voilà. Et je sépare bien l'optimisme de la positive attitude au début de cette conférence, parce que je pense que être optimiste dans le combat, le travail, la mission, je ne sais pas comment dire, qui est la nôtre, d'être des penseurs sceptiques, des penseurs critiques qui veulent diffuser les outils de la zététique. Si on n'est pas optimiste, ça va nous poser plein de problèmes. Et donc, par contrat, il faut être optimiste. Et en fait, quand on y réfléchit, il y a plein de raisons d'être pessimiste, évidemment. Mais
on en a davantage d'être optimiste. Le monde pourrait être pire. L'humain pourrait être encore plus mal foutu qu'il ne l'est. Et en fait, quand on s'arrête vraiment sur ce que les sciences nous donnent à connaître de comment fonctionne l'esprit humain, et quand on regarde l'histoire, il y a de quoi être optimiste. Et donc je suis venu rappeler ça à une époque où je crois que nous sommes un peu désabusés et désillusionnés, et où je pense que le monde des sceptiques n'est pas un monde rempli de gens très très optimistes et enjoués. On est quand même beaucoup à être un peu inquiet par beaucoup de choses. Et donc j'aimerais désamorcer un peu ça. C'est ma contribution. Ce n'est pas sur la tronche en biais. C'est sur la chaîne d'Evox avec 2XFR. Vous pouvez aller la regarder. Les commentaires sont fermés. C'est un peu dommage. Mais bon, tout le monde n'a pas le temps de gérer les commentaires. Je peux comprendre. Après cela, ou avant cela, en fait, j'ai pu regarder aujourd'hui la vidéo de Miss Pauline la Malbiaisée qui s'est intéressée aux déserts médicaux, politique publique et évaluation. Elle travaille avec Louis, alias un empiriciste, et donc il s'intéresse à comment on définit un désert médical, comment on mesure tout ça, est-ce que c'est vrai, quelles sont les conséquences, est-ce que c'est grave finalement, et puis quels seraient les remèdes, comment on pilote tout ça, comment la santé publique en France est-elle gérée, est-ce que on aura assez de médecins quand on va commencer à en avoir besoin quand on sera plus vieux, vous et moi. Le public de la tronche en biais est relativement jeune, mais les seniors sont bienvenus, bien sûr, mais même les jeunes ont besoin de médecins, et les jeunes ne vont pas rester jeunes tout le temps, malheureusement. Donc cette question des déserts médicaux, elle se pose déjà, et en fait, ça ne va pas s'arranger tout de suite. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit. Voilà. Il dit qu'il y a peut-être des solutions, mais ce n'est pas... à court terme, c'est pas terrible. Après, dans les productions de nos collègues et amis, Méta de choc avec Elisabeth Fétit, qui a donc un podcast très bien fait. Et là, elle fait une série d'entretiens. Et cette nouvelle thématique, c'est la transidentité, au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai encore, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc il me semble que c'est pas mal d'en parler. Au sein même de la sphère sceptique, il y a des gens qui considèrent que ces sujets-là ont leur place. On a besoin de réfléchir à comment on catégorise les gens. Se demander pourquoi je catégorise les humains dans telle case ou dans telle case, quand bien même il y aurait des arguments de science dure derrière. Au minimum, il faut qu'on se pose la question, et ça concerne tout le monde, et je vais y revenir quand je vais parler de ma propre vidéo sur le même sujet. Donc voilà, Méta de choc, allez écouter, c'est bien. Et l'invité de ce premier entretien, c'est Sheikha de la chaîne Hacking Social. Excellente chaîne sur la psychologie sociale, sur comment réfléchir l'humain et son comportement au niveau individuel psychologique, mais dans un champ social. Plein de vidéos très intéressantes sur la manipulation, sur les comportements humains. Abonnez-vous, c'est du très 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 bon. Et en l'occurrence, Sheikha est une personne concernée. C'est une des deux autrices de la chaîne. Et donc elle vient partager son expérience de tout cela. Ensuite, nous avons ici une demoiselle dont j'ai oublié le nom, qui a pourquoi j'ai ça, une vidéo qui s'appelle « L'homéopathie vétérinaire est un danger pour la santé publique ». C'est l'instant veto. Alors, elle est vétérinaire, elle n'est pas homéopathe, et justement, elle n'aime pas trop l'homéopathie, elle ne l'utilise pas, et elle explique pourquoi. Alors, l'homéopathie, c'est un sujet vu et revu, rebattu, on en a beaucoup parlé sur la tronche en biais, j'ai écrit un bouquin dessus, je n'ai pas l'intention d'y revenir vraiment. Pour moi, le sujet est traité. Ce que je pouvais en dire, en tout cas, c'est fait. Tout ce que je pourrais venir en dire de plus, ça serait de la redite, me semble-t-il, sauf si un jour il y a des raisons de le faire, je le ferai. Mais c'est pas une raison pour ne pas aller voir ce que peuvent en dire les autres, comment ils le disent. Voilà, d'autant que elle a pour invité un vétérinaire dont j'ai oublié le nom, et je demande de m'excuser, mais qui est membre du groupe Les Vétérinaires, c'est-à-dire les vétérinaires zététiciens. Et c'est très bien, donc je les salue. C'est très cool d'avoir des gens qui, dans leur corps de métier, créent des groupes de sceptiques, de rationalistes et de zététiciens pour lutter contre les pseudosciences qui ont tendance à vouloir s'inviter partout, et puis diffuser dans leur corps de métier les outils, parce qu'on a beau être vétérinaire, on n'est pas forcément scientifique, on n'est pas forcément formé à ces questions-là, il n'y a pas beaucoup d'épistémos, donc il y a besoin, certainement.
Et donc, allez regarder cette vidéo. Et si vous êtes vétérinaire, intéressez-vous. Il existe une asso qui s'appelle les vétérinaires. Contactez-les. Je suis persuadé qu'ils sont tous très, très, très adorables. Voilà, donc c'était l'instant veto. Ensuite, ben voilà, là, c'est ma vidéo à moi sur... qu'est-ce qu'il va... Il y a de la pub sur cette chaîne. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce navigateur? Je crois que... Bon, bref. C'était quel jour? C'était le 5 mai. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Assamandax ne sait-il pas ce qu'est un garçon ou une fille ?» en réaction à une sorte de bêtise due à vous savez qui a fait ressortir de l'internet une vieille discussion que j'ai eue en 2019, notamment avec des gens du cercle Cobalt, qui ont une position que j'estime transphobe, et j'ai joué mon Socrate. J'ai voulu mettre en évidence le fait que c'est compliqué d'interdire à telle personne d'appartenir à tel genre, de se définir comme homme ou femme ou garçon ou fille, sans avoir une bonne définition de ce qu'on veut dire. Et donc, j'ai joué mon Socrate et j'ai demandé, définissez-moi ce que c'est qu'un garçon ou une fille. Et donc, c'est devenu, dans la complosphère, et les gens qui sont autour, désolé, c'est un peu toujours les mêmes, mais le fait est que ça se voit, des gens qui viennent me reprocher, puisque c'est leur occupation de rabaisser la zététique, et moi en particulier, qui sont allés crier partout « Ah, il est trop con, il ne sait même pas ce que c'est qu'un garçon ou qu'une fille ». Alors, je préparé un petit texte pour vous expliquer que, évidemment, comme vous, bien sûr, je sais reconnaître un garçon d'une fille. Je me trompe presque jamais. Et je pense que c'est intéressant de se rendre compte qu'on a tous la capacité à reconnaître facilement un homme d'une femme sans jamais avoir accès aux chromosomes des gens. Ça veut dire que ce n'est pas les critères qu'on utilise. Contrairement à ce que disent certains commentaires, ce n'est pas un sujet qui concerne les rares personnes intersexes, ça concerne tout le monde, parce que nous avons tous, ou presque, cette capacité à catégoriser les humains dans des cases, et qu'en général, on ne sait pas comment on le fait, et personne ne se demande comment. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous reconnaissiez un garçon d'une fille? Ça vous paraît peut-être évident, et parce que ça vous paraît évident, vous n'avez peut-être pas fait l'effort pour comprendre pourquoi. Et en fait, quand on se demande pourquoi, c'est beaucoup moins évident que ça. Et donc, ces vidéos, elles apportent juste des éléments. C'est pas une vidéo où je milite pour le droit de telle ou telle personne, où je fais une campagne politique. C'est une vidéo de pure zététique, de pure pensée critique sur quelles questions on doit se poser sur la manière dont on reconnaît que quelqu'un est un homme ou que quelqu'un est une femme. Ça veut dire quoi? Et je ne vais qu'effleurer le sujet. Hein. Donc, cette vidéo me paraît utile, elle me paraît intéressante, et elle me paraît vraiment zététique, et ce n'est pas de la politique au sens partisan, mais on ne pourra pas faire l'économie des sujets qui touchent la société. Faites rewind. Allez regarder l'ensemble des vidéos sur la tronche en biais depuis 2014. Il y a des sujets de sciences dures, vous allez en trouver, on a parlé de cosmologie, on a parlé de biologie, mais en général, dans tous ces sujets-là, même quand il y a des sciences dures, c'est toujours avec un angle de discussion entre science et société, de comment ces connaissances sont construites, comment elles sont diffusées, comment elles sont comprises ou pas comprises. Et donc, il y a toujours une dimension de comment on s'empare de ça et comment on réfléchit avec les concepts que la science nous propose. Donc, en fait, on fait ça depuis le départ. Et il n'y a pas de changement de lignée éditoriale. C'est juste que quand on a brassé pas mal de sujets, on va en trouver d'autres. On ne va pas refaire l'homéopathie ou l'astrologie toutes les semaines. Enfin, on peut le faire si on en a envie, et sauf que je n'en ai pas envie. Donc, et que dans l'équipe, on est d'accord, autour de moi, c'est pas les sujets, on aimerait bien aller gratter un peu ailleurs, donc il y aura ces sujets-là. Et ça fait jaser, et je sais bien que ça inquiète des gens, mais rassurez-vous, ça va aller. Il y a l'ami G1000 qui a fait une vidéo sur comment ça s'appelle, l'effet Mozart, musique qui guérit, DJ Shaman et rap de la lune, le canular du malaise. Donc voilà, bon, il a refait du G1000, il a fait un canular, il a montré qu'on peut vendre n'importe quoi lorsque on s'acoquine avec les gens avec les groupes des gens qui vendent des choses sur internet aux gens qui croient dans
dans le pouvoir des MP3. Voilà, bon, il y a des gens qui croient, et du coup, on peut leur vendre n'importe quoi. Donc, voilà, Jimmy Graham fait ça, et c'est assez plaisant, et c'est rigolo, et c'est intéressant, et ça met en garde contre ces problèmes-là. C'est là que Internet a foutu le camp et que je n'ai pas pu aller plus loin pendant l'enregistrement du live. Donc là, vous allez peut-être voir des choses nouvelles. Où je vous parle du dernier article invité sur la menace terroriste. C'est, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Gauthier Corgne, qui m'a proposé un article sur ce monsieur-là, qui s'appelle David Lefrançois, qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux, qui est un coach de coach, et qui, de plus en plus, dérive vers des propos spiritualisants, vers la religion, vers Dieu, etc. Et donc, au départ, ça parle de neurosciences, et puis ça dérive très vite. Et donc, Gauthier a fait une enquête pour comprendre comment ça marche, quel est cet institut des neurosciences de Levallois, qui est ce monsieur. Il se trouve qu'il y a eu des procès, qu'il y a eu des condamnations, qu'il n'a pas le droit d'avoir une entreprise, donc du coup l'entreprise est enregistrée à l'étranger, mais il opère en France quand même, il y a beaucoup d'argent, ça coûte des thunes son truc, et puis il y a des mots à la con, mais quand même il y a Calliope, donc il a le droit de vendre ses formations et que les gens puissent l'acheter avec leur compte formation personnelle. Donc ça va pas du tout, la répression des fraudes devrait peut-être s'y pencher, et bon, donc il y a un article, et en fonction des éléments en plus que Gauthier pourrait me fournir, ou que d'autres gens auraient envie de me fournir sur David Lefrançois, peut-être qu'il y aura une vidéo pour faire le tour du personnage, parce qu'en plus il fait des vidéos sur internet, et c'est pas piqué des hannetons, mes petits chouchous. Hein. Voilà, donc allez lire, ça c'est sur mon article dans La menace terroriste. Madame Syllabus, Viviane, une des meilleures vulgarisatrices francophones, voilà, je l'ai dit, a sorti une vidéo, elle fait une collaboration avec Major Mouvement, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Greg. En fait, elle s'est posé la question, est-ce que les kinés perçoivent avec leurs mains des choses que nous, les humains normaux, sans expérience, on ne perçoit pas. Donc elle a mis au point un protocole pour comparer différents niveaux d'expertise et aller voir est-ce qu'on peut détecter avec les doigts les zones dans lesquelles les gens ont mal. Et en fait, la question, elle est mal posée, comme elle va nous l'expliquer. Et le protocole, évidemment, c'est plus du spectacle qu'autre chose, mais ça permet de mettre en évidence des évidences qui, en fait, nous cachent le réel. En fait, le fameux c'est que non, il n'y a pas de pouvoir des mains, mais que en manipulant, on peut provoquer des réactions chez la personne qu'on manipule, le sujet, et que c'est ça qui devient un signal qui après est interprété sur les zones du corps où il y a de la douleur. Bref, en tout cas, c'est intéressant sur comment on peut poser une question, poser un protocole, se rendre compte que la question, en fait, elle n'était pas là, et malgré tout, tirer quelque chose de l'expérience. C'est du bon travail de vulgarisation, et ça touche vraiment à la pensée critique sur comment on construit une connaissance, comment on doute des choses. Il y a Passé recomposé, avec ici on met l'histoire en bouteille, on me l'a conseillé, l'onglet est là, mais j'ai rien à en dire, j'ai pas regardé. Donc je ne comptais pas vous en parler là, mais c'est sûrement très 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 bien. Et c'est France Culture. Donc France Culture, si c'est bien aussi, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses bien sur France Culture actuellement, et c'est une très bonne nouvelle. Construction des pyramides, mythes et réalités, et bien ça c'est l'AFIS qui a organisé une conférence, c'était en décembre, c'était le 8 décembre 2022, avec moi-même et Alexis Sédou, et on a chacun pris la moitié du temps, on se succède une demi-heure chacun, pour parler, moi parler des croyances autour des pyramides, de comment ça se construit, de ce que ça veut dire que ces croyances, d'où ça vient, et pour éviter de prendre les gens trop pour des cons aussi, parce que c'est un des reproches qu'on fait aux académiciens, c'est qu'on prend les tenants croyants pour des cons. Alors oui, c'est dommage de le faire, donc ne le faisons plus. Et mon propos est justement de montrer que y a plein de points communs entre les sceptiques et les tenants croyants des théories alternatives, parce que eux aussi ils doutent. Pas au même endroit, pas vraiment comme nous. Et nous on a des méthodes qui se rapprochent des sciences et qu'eux n'ont pas. Mais dans la motivation initiale, il y a beaucoup de points communs. Et il faut qu'on fasse attention à notre tribalisme personnel, à notre snobisme de gens qui savent et qui, et nous on a les outils et on sait bien, on a des blouses blanches.
prenons garde à ça. Et donc mon propos était là. Et puis Alexis, je ne sais plus en détail ce qu'il a raconté, mais lui il parle vraiment du bâti, il parle de ce qu'on sait sur comment on a construit ces pyramides, puisqu'il est archéologue du bâti. Voilà, et donc allez regarder, évidemment. Donc c'est pas sur l'Artan Chambier, mais c'est sur la chaîne de l'AFIS, Association Française pour l'Information Scientifique. Voilà. Et j'avais un dernier onglet pour revenir sur le... Non, ça je vais en parler dans la partie 3. Donc voilà, c'était la revue de presse, entre guillemets, des créations de la sphère sceptique. Enfin, avant de passer à la partie 3, je vais vous présenter les livres que je voulais vous montrer. Je les ai mis de côté. On a des livres vachement cool. Alors, je vais commencer par... Pas de bêtises, attendez que je fasse pas de bêtises avec mon truc. Par ce petit livre-là qui est très très joli, Mathilde de Body et Elodie Calice, une enquête sur le Père Noël. Ça s'appelle comment? Le petit précis des soviétiques sur les traces du Père Noël. Donc évidemment c'est pour le jeune public avant tout. Et c'est sur je crois qu'elle s'appelle Sacha, une écolière, qui s'interroge sur est-ce que le Père Noël existe. Et elle a plein de raisons d'y croire au Père Noël. Du coup elle demande à son prof, et son prof lui propose des questions à se poser sur comment enquêter. Et donc, elle enquête. Et c'est vraiment en très peu de pages, plein de conseils sur attention aux pièges dans lesquels on peut tomber de croire pour de mauvaises raisons, et les questions qu'on peut se poser. Et c'est très 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 bien. Et donc, bon, je pense... Alors, je sais pas à quel âge on peut commencer, mais je pense que pour les 10-12 ans, c'est nickel. Voilà, donc un livre très très bien de zététique. Nous avons Renaud Hébrard, qui est un parapsychologue. Enfin, il est docteur en psychologie, il est enseignant ici à Nancy d'ailleurs, mais il est aussi... il a été président de la société parapsychologie, et il s'intéresse aux phénomènes inexpliqués. On n'est pas toujours d'accord avec Renaud, mais c'est quelqu'un qui est très méthodique et qui fait de la science et qui s'intéresse au sujet. Et dans ce livre, il égratigne beaucoup la zététique, et il dit que la parapsychologie est une science, maintenant, que les sceptiques ne sont pas dans une posture très honnête par rapport à ces sciences-là et par rapport à ces phénomènes. Je suis d'accord sans l'être. Il égratigne pas mal de gens dans son bouquin. Mais ça vous donne, voilà, ça vous donne une approche de ces phénomènes par un scientifique qui est... je dirais pas qu'il est croyant, parce que ça, il ne veut pas répondre à la question, mais qui est... pour lequel notre scepticisme mainstream n'est pas du vrai scepticisme. On est un petit peu, nous, dans le rejet de ces phénomènes, et on utilise les études du scepticisme pour rester dans le rejet. Je sens que c'est un peu sa sensibilité. Et donc, lui, il veut nous ramener un peu vers le vrai doute, et regarder les données et les résultats tels qu'ils sont. J'ai pas lu le bouquin jusqu'au bout, mais la partie centrale sur la zététique me dérange un peu. Je suis pas d'accord avec tout, mais ça mérite d'exister et d'être transparent dans la manière dont c'est fait. Bouquin tout récent que je n'ai fait que parcourir vite fait par deux personnes que vous connaissez déjà, Sébastien Dieguez et Nicolas Gauvry, qui sont en sciences cognitives et qui s'intéressent à l'expertise sans peine. Il y a des noms qui vous viennent, des gens qui sont invités sur les plateaux télé, qui sont experts en tout, et qu'il faudrait qu'on arrête d'inviter. Bon, c'est des bons clients. Et voilà, c'est assez plaisant sur comment on reconnaît un expert. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnu comme un expert quand on ne sait rien, ou qu'on a comme talent essentiel le fait d'avoir du bagou. Voilà, ce livre-là que j'ai commencé à lire, comment vous voyez, je remercie l'éditeur Vibert. Leadership, agilité, bonheur au travail, bullshit, le bullshit dans l'entreprise. On a fait la tronche est à vous sur le sujet du bullshit en entreprise. On va peut-être faire des sujets, peut-être qu'on invitera l'auteur, je ne sais pas. Le bullshit dans le management, dans l'entreprise, dans le recrutement, évidemment, ça touche beaucoup de gens. Il y a le paranormal et les médiums et tout ça, et puis il y a le monde du travail où toutes ces idées-là ont un accès facilité qui est un peu déconcertant, avec avec beaucoup de bullshit. Pas forcément du paranormal, mais en tout cas des discours complètement vaseux, complètement creux, mais qui sont à la mode et qui passent. Donc ça peut vous intéresser. Urgence du nucléaire durable. Je n'ai pas lu le bouquin, mais c'est les gens j'ai oublié le nom.
qui me l'ont envoyé. Je l'ai juste parcouru. Mais est-ce que on peut pas un peu réhabiliter le nucléaire après une longue période où les écolos ont été anti-nucléaires par dogmatisme? Pas que, il y a des bonnes raisons d'être anti, mais il y a aussi beaucoup de dogmatisme. Et peut-être que dans la mesure où l'urgence climatique n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans, où maintenant l'impact, l'empreinte humaine sur l'environnement passe avant tout par l'impact du carbone, peut-être qu'une énergie un peu plus décarbonée que les autres, un peu moins carbonée que les autres, serait bien. Donc je ne sais pas que penser de ce bouquin, mais c'est un vrai sujet. Donc, vu que c'est un vrai sujet, peut-être ça vaut le coup de vous documenter auprès de ce livre-là. Voilà, on va passer à la partie 3, puisque la partie 2, vous l'aurez, j'espère, dès dimanche. Partie 3, résurgence. Partie 3, résurgence, mesdames et messieurs. Pourquoi ça marche pas mon truc là? Donc on aura vaccination et des informations bientôt quand je pourrai faire l'entretien. Donc dans résurgence, c'est qu'est-ce qui se passe sur les réseaux et qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors, j'ai annoncé que bientôt il y aura un livre qui va s'appeler L'esprit critique pour les nuls. J'en suis très content. Ça va être un gros livre. Le manuscrit est parti chez l'éditeur hier. Il devrait sortir à la rentrée, septembre-octobre. Je n'ai pas encore de date, peut-être en tout cas avant Noël. Donc ça sera un beau cadeau de Noël à offrir à tous vos amis autour de vous. Il ne faudra pas hésiter à le faire. Je vous en dirai plus. Et puis ce livre-là, sur lequel je bosse depuis 3 ans. Hein, en fait, les éditions First, Sandra m'a téléphoné. Elle m'a dit j'aimerais vous proposer de faire un livre avec nous. Au départ, je voulais pas le faire ça tout seul, donc j'ai dit oui quand même. Et puis bon, par la force des choses, j'ai fini par le faire tout seul. Et moi, je leur avais dit bah oui, bah d'accord, mais dans 6 mois, à la fin de l'année, c'était en 2020. Donc j'ai pas mis 6 mois, j'ai mis 3 ans pour le faire, un peu plus de 3 ans. Donc je m'excuse auprès de l'éditeur qui a été patient, qui a repoussé la sortie. À chaque fois je disais bah non, mais j'ai pas fini. J'ai écarté des chapitres parce que tout ne rentrait pas. Mais ce travail important qui a été fait pendant 3 ans, vous l'aurez dans le livre, mais vous aurez aussi droit à quelques chapitres que je vais adapter en vidéo, et notamment je pense faire prochainement la mort des concepts, qui est un des chapitres de conclusion du livre, pour s'interroger sur justement le fait que la pensée critique, ça consiste à accepter que les concepts soient imparfaits et mortels. Donc au sens de fini dans le temps et qui peut passer de vie à trépas. Voilà, donc ça c'est le livre dont je vous parlerai plus, quand on pourra en parler plus, quand il y aura du contenu. La petite boutique des erreurs est aussi un livre en projet. La maquette est en cours de finition. Ça doit sortir à la rentrée également. Vous aurez un livre moitié BD, moitié texte, qui reprend les épisodes des saisons 1 et 2 de la petite boutique des erreurs. C'est un projet qui a pris beaucoup de retard, mais ça avance et ça s'annonce bien. Les artistes qui bossent dessus ont toute ma confiance. C'est vraiment très très bien. Petite info sympa pour vous dire que à Strasbourg, l'université qu'on a beaucoup critiqué en 2018, lorsque les NoFakMed ont fait un palmarès des universités les plus poreuses aux pseudosciences, la pire de tout en France, c'était Strasbourg. Je pense que c'est encore le cas, mais ça change, puisque désormais, on ne trouve plus sur le site de l'université les formations, les diplômes de médecine anthroposophique. Il y en avait 3. Les diplômes de médecine anthroposophique ont disparu. C'est très très bien. C'était la seule fac en France qui avait cette pseudo-science adossée à une dérive sectaire, qui est l'anthroposophie. Tant mieux, bravo. Donc quand c'est bien, il faut le dire. Donc bravo à cette université qui est en train peut-être de tirer un trait sur un passé trop complaisant avec les pseudosciences pour revenir vers la science. Et donc je suis persuadé qu'il y a plein de gens de très haut niveau à Strasbourg, mais il y a aussi des problèmes. Bravo à eux et je leur souhaite de continuer dans cette voie. Un petit mot pour vous dire que j'en avais parlé sur Twitter, mais pas sur YouTube. J'ai été invité à Brioude, près de Clermont-Ferrand, pour une conférence il y a un peu plus d'une semaine.
très agréable, accueil sympathique, voilà, une petite ville, la salle était quand même presque pleine. Mais il y a eu un problème, l'alerte incendie s'est déclenchée, le protocole n'était pas au point, ça a duré un temps fou, ça a ressonné une seconde fois, et on a appris que quelqu'un avait fait exprès de déclencher l'alarme, quelqu'un l'a vu, c'était un jeune homme avec une capuche et un masque, qui a été pris en photo. Voilà, donc ma conférence a été sabotée, donc quelqu'un ne voulait pas que je puisse prendre la parole. Alors il y a différentes manières de militer pour que les gens dangereux ne puissent pas avoir la parole tout le temps. Je peux comprendre cela. Je peux comprendre qu'on proteste quand quelqu'un est invité quelque part, puisque ça m'arrive de le faire, donc je ne vais pas m'en plaindre. On peut protester, dire telle personne n'a rien à faire ici, s'il vous plaît, pour telle et telle raison, voilà. On peut le faire, on peut commenter le fait qu'on n'est pas content sous les vidéos, et on peut, à la fin, poser des questions au conférencier pour le mettre face à ses contradictions, éventuellement lui dire qu'on n'est pas d'accord, pas content avec ce qu'il dit. On a le droit. En revanche, déclencher une alerte incendie dans un lieu, dans une salle de spectacle, un amphithéâtre, avec les risques de panique, il n'y a pas eu de panique, mais ça aurait pu, que ça engendre, je crois que c'est un délit. Donc ce monsieur, on n'a pas son identité, mais figurez-vous, plot twist, que comme il avait déclenché ça en ayant son masque, et que tout le monde a quitté la salle 2 fois, en fait il s'avère, parce qu'on l'a reconnu plus tard, qu'il était revenu dans la salle, et il a posé une question, donc on sait ce qu'il pense, parce que c'est quelqu'un qui est venu me poser la question, en se plaignant de « Ah là, le complotisme, tout ça, machin, c'est vrai que dans le temps, comme vous disiez, ça a amené à des dérives terribles comme la pensée complotiste des nazis qui a amené à l'extermination des juifs. Bah, aujourd'hui, c'est pareil pour les hommes blancs. Les hommes blancs, cis, hétéros, bidule, machin, c'est vraiment une population très critiquée. C'est comme les juifs pendant la guerre. Bon, je lui ai dit que j'étais pas tellement d'accord. Et puis il a dit, bon, en plus, tous ces concepts-là, c'est mis en avant par des pseudosciences, par des sociologues. C'est pas des vraies sciences parce qu'on a montré, il y a des canulars, machin. Bon. Donc j'ai répondu à ça parce qu'en fait, c'était un peu des conneries, y compris les canulars. Hein. Les canulars n'ont jamais démontré que la sociologie était une pseudoscience, ce n'est pas vrai. Et donc, le monsieur qui a voulu m'empêcher de parler, qui a voulu saboter la conférence, et des gens, après, ne sont pas revenus. Hein. Quand la salle a été vidée, quand les gens sont revenus, on avait perdu 40 personnes. Donc, cette personne qui a empêché 40 personnes qui voulaient assister à la conférence d'y assister, qui a fait du cancel, est une personne qui croit que les hommes blancs sont les grandes victimes de la société et qui a voulu saboter la conférence d'un homme blanc, cis, etc. Je ne vais pas épiloguer. Juste, on peut ne pas être d'accord avec les gens, on peut se battre pour empêcher que des personnes soient invitées sur telle ou telle plateforme, on peut vouloir que telle idée soit moins présente parce qu'elle est trop présente, pour plein de raisons, mais une fois que quelqu'un est invité et qu'il est sur une scène et qu'il est devant un public, j'estime que peut-être que là, il n'est plus temps d'empêcher qu'il parle, hein, parce qu'on a vu que ça donne avec Salman Rushdie. Hein, il a été empêché de parler. Bon, on n'en est pas là évidemment, mais bon, c'est quand même, c'est pas top. Bien, donc dans Résurgence, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Juste un petit mot sur les prochaines conférences. Je serai présent à Metz, à l'Hôtel de Ville, le 24 mai, pour une conférence qui s'appelle « Y a-t-il des raisons de croire ?» Ça va parler de Dieu, c'est lié à mon bouquin qui est là, Dieu à la contre-enquête. Donc je suis invité par une association de culture athée, agnostique, rationaliste et humaniste, dans la ville, où les intégristes ont empêché un concert il y a quelque temps. Bilal, le chanteur, avait été empêché de chanter par des intégristes religieux parce qu'il devait chanter dans un lieu qui autrefois était un lieu de culte, qui n'est plus. Et ils étaient gênés parce que ils ne représentent pas ce que les gens veulent. Bon. Donc j'irai à Metz pour parler de ça. Et puis un peu plus tard, le 4 juin, je serai en Corse, au parc Galéa, pour parler d'un sujet assez proche. La conférence va être assez similaire, Dieu face à la science, encore une fois lié à mon livre, pour s'interroger sur qu'est-ce que la science en dit, qu'est-ce qu'elle dit de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit sur la croyance en Dieu, qu'est-ce qu'elle dit sur les raisons qu'on a de croire, les vraies raisons qu'on a de croire, et les conséquences de la croyance.
Évidemment, je ne vais pas faire du prosélytisme athée, mais je vais m'interroger sur, en tant que penseur critique, il y a des discours concordistes entre science et religion qui ne tiennent pas la route, et donc je vais en parler. Un petit mot sur, voilà, sur ce qu'on a vu sur les réseaux. Sylvain, l'ami du débunker des étoiles, a partagé un tweet de Sylvain Trotta, complotiste fameux, anti-vax, voilà, enfin, qui s'est fait une grande santé médiatique pendant la crise du Covid, et maintenant qui revient à ses vieilles amours de délire complotiste sur la Lune et sur le pétrole. Donc, tout à fait, le pétrole n'a rien de fossile. Il est inépuisable, comme l'eau. Du reste, posez-vous les bonnes questions. Cela fait plus d'un siècle que l'on vous dit qu'il est fossile. Et pendant ce temps, il continue de pomper comme jamais. C'est juste Rockefeller qui a payé des scientifiques, on en trouve toujours des corrompus, pour dire que c'était fossile pour le vendre cher. L'eau fossile, ils n'ont pas osé, car il pleut, mais ils voudraient bien faire la même chose avec l'eau dont ils parlent de rareté. Donc ils parlent de rareté. Voilà. Donc bon, ceux qui ont des vagues notions de chimie apprécieront. Sylvain Trotta pense que le pétrole est inépuisable et qu'il n'est pas fossile, et que c'est un complot. C'est un complot, on vous fait croire ça pour vous vendre plus cher. Un mot sur Netflix et sa Cléopâtre noire. J'en avais dit un mot déjà dans l'émission précédente. Là, c'est juste pour dire que, et vous aurez le lien dans la description, j'ai partagé un article publié par l'ALDA, Association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie, qui s'appelle Netflix et Cléopâtre, un choix non fondé sur la recherche historique, qui explique que la couleur de Cléopâtre, elle ne fait pas tellement débat. Et qu'il n'y a rien sur quoi s'appuyer vraiment pour défendre la thèse qui est défendue dans ce documentaire. Et moi, j'aurais pas de problème particulier à ce qu'on choisisse une actrice de différentes couleurs pour représenter Cléopâtre dans une fiction. On a le droit à la licence poétique, à la licence artistique pour changer les choses, pourvu que l'histoire puisse en plus le justifier, ce serait bien, mais bon, à la limite, c'est de l'art. En revanche, dans un documentaire qui en plus assume le fait que Cléopâtre n'est pas... je me fiche de ce qu'ils t'ont dit à l'école, Cléopâtre était noire, c'est une des phrases qu'on avait dans le teaser, ça pose problème. Et donc, on critique les théories racistes, qui sont souvent racistes, hein, des pseudo-archéologues à la Graham-Hancock, à la Grimaud, etc. On va... C'est pas pour plier le genou et dire que c'est bien lorsqu'on a des théories qui sont racistes, afrocentristes, et qui disent non, mais peu importe ce que vous dites, il faut que ce personnage soit noir, voilà. Et on en avait eu un peu ça avec aussi M. Krasniqi dans son documentaire Pyramide K 2019, qu'on avait reçu sur la chaîne. Bref. Voilà. Et puis maintenant, on va en venir au sujet qui fâche. Il s'est passé des trucs depuis quelque temps. Vous savez que moi, je ne fais pas ce travail pour faire des procès. C'est pas mon truc. Mais que, grâce à vous, maintenant, on a un fonds pour pouvoir le faire, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir attaquer s'il faut. Et il se trouve que, donc, on a des affaires en cours. Hein, la plainte contre M. Delavier a été déposée. Je vous annonce que la plainte contre Mamard, qui avait été déposée et qui avait été écarté, rejeté, comme on dit, parce que les autorités n'avaient pas identifié Mamard, bah, on a redéposé une plainte et maintenant on a son nom. Donc je salue Rodolphe, hein, ici il nous écoute. On a son nom, on a son adresse, on a son téléphone, tout ce qu'il faut. Donc du coup la plainte va aboutir. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné auparavant, hein, donc la justice va le trouver. Hein. Il a été condamné plusieurs fois pour les mêmes faits, menaces, etc. Donc du coup c'est une récidive. Et on a à Berkane, c'est en cours de préparation pour que les plaintes soient déposées, là où les plaintes. Je n'ai pas de nouvelles encore, hein, des plaintes que lui aurait déposées. Je ne sais pas ce que la justice pourrait avoir à me reprocher. Et puis on a l'affaire Piodelic avec Dalibor Stanislavljevic. J'ai fait une vidéo pour dire qu'il avait gagné parce que sa technique sur les réseaux est telle que toute réaction de ma part est utilisée par lui. Et je pense que cette vidéo ne fera pas exception. Il va... à moins qu'il ait peut-être compris un truc. Voilà. Et récemment, j'ai utilisé les règles de la plateforme YouTube, après avoir échoué en public et en privé, à obtenir que Dalibor Stanislavljevic cesse son harcèlement.
Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est pas un débat, c'est pas un conflit d'opinion entre lui et moi, c'est quelqu'un qui m'a pris pour cible et qui me pilonne de vidéos et de commentaires. Et donc, j'ai préparé un petit texte. Alors, si cette affaire ne vous intéresse pas, je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt. Et si cette affaire vous intéresse malgré tout, je ne vous félicite pas, mais j'ai une réponse pour donner le contexte de tout ça et pour expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et pourquoi tout ça est extrêmement triste. Alors, du coup, je commence ce message par la conclusion. C'est extrêmement triste ce gaspillage d'énergie mentale que tout ça coûte depuis des semaines. En fait, ça fait des semaines que c'est pénible. J'en suis victime, mais là, c'est pas que moi. C'est-à-dire que je sais bien, je vois bien dans les commentaires, il y a plein de trolls, mais il y a des gens qui sont vraiment inquiets, que ça agace, qui voudraient retrouver leur vieille tranche en biais, et qui ne faisaient pas du drama. Je vous rappelle que aller regarder les vidéos sur la chaîne, l'affaire psychédélique, elle tient dans une vidéo, hein, aujourd'hui. Hein. Et sur mon compte personnel, ça tient en 15 tweets. Hein. Moi, en tout et pour tout, ça m'a pris une journée et demie, cette affaire. Hein, entre la vidéo que j'ai faite, qui m'a pris une journée, et puis les quelques heures, quelques minutes, pour faire mes tweets. Bon, après quelques heures pour regarder ce qu'il fait quand même. Donc ça prend du temps. Mais voilà, mais moi, mon fonds de commerce, c'est pas ça. Hein. Il a passé infiniment plus de temps sur les vidéos qui parlent de moi que j'en ai fait, que je n'ai passé sur le temps que j'ai passé à parler de lui. Donc ne prétendez pas qu'il y a symétrie. Hein. Regardez bien les contenus de la chaîne, on continue à faire de la zététique. La vidéo sur les garçons et les filles, c'est de la zététique. C'est pas du drama. La vidéo sur les vaccins et la désinformation qui concerne l'entretien qu'on fera dimanche, c'est de la zététique. Bref. Donc je vois que c'est bien, que ça inquiète malgré tout quelques personnes qui se demandent, mince, qu'est-ce que la chaîne va devenir? Mince, Mandax, on va mal juger, en fait, c'est un connard qui veut censurer les gens, etc. Bon, alors, de toute évidence, les choses n'évoluent pas comme je l'aurais souhaité, et donc je suis bien forcé de me demander ce que j'aurais dû faire autrement. Voilà, je ne dis pas que je n'ai aucun tort, j'aurais certainement dû, en fait, c'est hyper simple, de ne pas réagir. Continuer mon travail de fond, ne pas m'occuper de la nuisance de Psyodélique qui a popé un jour là pour nous parler de la grenouillère j'aime la Thèbes et faire tout son cinéma et exciter plein de gens et rameuter des gens sur cette thématique là qui n'était pas visible et en faire un pataquès et faire que je reçois tous les jours des commentaires qui parlent de pédophilie. Le niveau de toxicité sur les réseaux n'a jamais été aussi fort que depuis que Dalibor s'intéresse à moi. Il faut que ça s'arrête. Donc moi j'ai besoin d'avoir un cerveau qui fonctionne pour faire mon travail. La toxicité des réseaux, alors on me dit oui, bah retire-toi de Twitter. Oui, d'accord, donc c'est à la victime de se retirer des réseaux et de se calfeutrer en boule à la maison pendant que dehors le bully continue de faire ce qu'il a à faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Donc j'aurais dû, mais ça paraît évident, j'aurais dû continuer et ne rien faire. Mais alors, ça paraît évident, surtout quand on n'est pas la cible, hein, si vous me permettez, quand on peut prendre du recul, ce qui paraît parfois, ou quand on a le gâchis sous les yeux, ce qui est mon cas maintenant. Je vois un peu le gâchis, je me dis merde, c'est quand même un peu con, on aurait dû faire autre chose. Mais quand on est sous les sabots d'une nuée de trolls et de haineux qui agitent les insultes les plus infâmes, tout en ricanant à la manière des brutes de cours d'école, rappelez-vous, les petites saloperies qui vous faisaient des crasses, qui vous tapaient dessus, ou qui vous font des blagues homophobes ou tout ce que vous voulez, et après qui vous disent bah quoi, bah c'est juste pour rigoler, bah t'as pas d'humour, bah t'es coincé, tu te prends pour qui, oh la fille, voilà. Ce niveau de petites frappes pénibles, moi j'ai pas forcément bien vécu cette époque de ma vie, si vous voulez. C'est pas je ne rêve pas de retourner au collège. C'est pas pour que les collégiens reviennent sur Twitter. Donc dans le feu de l'action, quand les réseaux sont saturés par ça, quelle que soit la page que j'ouvre, je tombe là-dessus, sur Twitter, sur YouTube, moins sur Facebook, mais voilà, dans les commentaires où je veux pouvoir lire les commentaires, parce que ça m'intéresse de voir ce que les gens reçoivent de ce que je fais, et de pouvoir répondre aux questions intéressantes, voilà, si jamais vous avez un tel niveau de toxicité sur vos pages, bon courage. Hein. Alors, revenons à la réclamation que j'ai déposée, donc, et qui a valu
C'est comme ça, un strike sur la chaîne de Psychodélique. Alors, je vais être clair, je n'aime pas du tout l'arme du strike. Je ne l'ai jamais utilisée en 8 ans. Ne serait-ce que d'un point de vue de communication. Parce que, évidemment, on a vite là d'être méchant. Ah bah Mandax, il veut censurer les autres, il n'a pas d'argument, donc il tape et censure. Sauf que moi, je ne suis pas dans un débat. Des tas de gens viennent me dire qu'ils sont choqués, annoncent qu'ils se désabonnent, et dans ceux qui disent qu'ils se désabonnent, il y a parfois de vrais abonnés. Les dons vont diminuer. Enfin, si mon truc à moi, c'était de calculer ce que je fais, dans le but de cajoler mon public, de lui donner uniquement ce qu'il veut, pour lui plaire, pour lui soutirer un max de fric dans les dons, etc., évidemment, ce serait un calcul déplorable, ce strike. Sauf que, et peut-être que vous ne me connaissez pas assez pour le voir, il n'y a pas de calcul. La Tronche en biais, on n'a jamais rien calculé. On a fait ce qui nous faisait plaisir, ce qu'on avait envie de faire. Alors, c'est réfléchi, c'est pas improvisé. On travaille, on écrit, mais il n'y a pas un calcul de qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de succès, sinon on n'aurait fait que du drama à la Berkane, ça marche. Ou les trucs anti-vax. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est pas celles vers lesquelles je me dirige pour faire du buzz, parce que ça ne m'intéresse pas, moi je veux faire des choses intéressantes. Bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une réclamation, parce que il faut que ça s'arrête, ce climat. C'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'ai très mal vécu le harcèlement de Zem, des ultra-gauchistes qui nous tapaient dessus dès qu'on bougeait une oreille. Je vous garantis qu'actuellement, c'est en train de dépasser. En termes de toxicité, c'est pire. Voilà. On n'est pas là pour ça, quoi. Je ne suis pas censé... Je ne fais pas un travail où j'ai une prime de risque à la fin du mois pour les dangers psychologiques. Je ne suis pas censé risquer ma santé mentale à chaque fois que j'ouvre ma mouille sur Internet. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas un militant politique qui porte le glaive et le combat partout, même si évidemment on assume d'avoir des critiques, enfin d'être critique et donc qu'en face il y ait du répondant. Ce n'est pas normal que ça prenne cette forme-là. Ce n'est pas normal que je reçoive des accusations de pédophilie tous les jours sur mes réseaux. Il faut que ça s'arrête. Comprenez bien que parce qu'il faut que ça s'arrête et que ça ne s'arrête pas, parce que Delibor ne s'arrête pas, bah, je me suis dit, je vais me regarder, est-ce que, éventuellement, il n'y aurait pas un outil sur YouTube pour que ça s'arrête. Hein? Du coup, je reprends parce que je m'égare. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, donc il y a des vagues de haine générées par des vidéos incessantes. Ça n'est pas acceptable. Monsieur Stanislavlevitch, pardon pour le nom, ne donne aucun signe de vouloir s'arrêter, on va en reparler, il n'y a aucun signe d'arrêt de sa part, hein. Il y a un rythme qui même s'accélère dans la production de vidéos et dans le niveau de malhonnêteté qu'il a de poser les choses, tout ça parce que, et c'est sa grande excuse, il trouve ça rigolo. Parce qu'en fait, tout ça, ce n'est que du troll. Ah, t'as pas d'humour, ah la fille. Oui, voilà, faut que ça s'arrête. Donc il m'aurait pour cible, il use de tous les prétextes pour faire du buzz, sans jamais mettre de fond. Et là, c'est le problème, parce que moi, j'ai rien à répondre à quelqu'un qui n'a pas de fond. Dans sa vidéo de ce matin, il prétend que l'Aztèque appelle à son suicide. À cause d'un GIF Twitter, qui est dans un GIF que Twitter a en natif. Quand vous tapez sur les GIFs, vous pouvez poster des GIFs, et ce GIF qui dit bois de l'essence, posté par Lucas, qui est le président de l'Aztèque, mais qui ne l'a pas posté en tant que président, c'est pas un GIF qui appelle au meurtre, ni qui appelle au suicide. C'est un GIF que moi j'aurais pas mis, personnellement, je pense qu'il fallait pas le faire, mais qui est un c'est bon, tu nous saoules, va jouer au bif sur l'autoroute. Ça n'est pas un appel au suicide. Et derrière, Delibor refait une vidéo, je suis victime, machin, l'Aztèque veut que je me suicide. Non, je voudrais qu'il arrête de faire des vidéos sur nous, voire tout court, vu ce qu'il fait à côté aussi d'ailleurs. Bref. Et tout à l'heure, il a encore refait une vidéo dans la journée, sur encore l'affaire. Donc, évidemment, je ne constate aucune envie de sa part d'apaiser les choses. Après avoir fait fuiter un échange privé entre nous, il n'est pas revenu pour qu'on en parle ou pour s'excuser ou pour rien. Non, non, il continue de faire des vidéos buzz, avec ma tête en gros en miniature sur sa chaîne, pour faire du buzz. Et moi, je n'ai pas le moyen de faire s'arrêter, à part
porter plainte avec un avocat, j'ai déjà des affaires en cours. L'affaire Dalibor, ça va prendre des semaines avant de pouvoir porter plainte. Voilà. Bon, pour mémoire, je ne suis pas allé chercher Psychodélique. Je l'ai laissé tranquille dans son coin du YouTube Drama, sans jamais commenter ce qu'il faisait. Je ne suis pas concerné par ce monsieur et par son contenu et par son univers mental, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas tout ce qui se passe. Je ne connais pas la moitié des gens sur lesquels il bave en vidéo, peut-être qu'il a raison, mais peut-être, je m'en fous. Mais lui, il tient beaucoup à parler de moi. Voilà. Et donc j'ai essayé d'obtenir de monsieur Dalibor Stanislavitch qu'il arrête de salir gratuitement, de troller et de parasiter mon travail, et je n'ai pas réussi. Donc j'ai annoncé en vidéo qu'il avait gagné, parce qu'il a une stratégie où il ne peut pas perdre, dans la mesure où toute réaction de ma part est utilisée pour que son business puisse fonctionner, fleurir et faire du buzz et des vues et des euros. Il a épuisé d'autres gens avant moi, apparemment. Voilà, c'est pas moi le premier. Il va sûrement se retrouver au tribunal pour d'autres raisons, et peut-être aussi parce que moi je vais faire quelque chose, mais il n'apprend rien. Il n'y a aucun signe d'amélioration, de prise de conscience. Des gens sont allés le voir sur sa chaîne pour lui expliquer, ça ne change pas. Donc, fort de ce constat, un message de YouTube qui viendrait lui dire que son business est en danger, peut-être aurait des vertus signalétiques, me suis-je dit. Et c'est pour ça que j'ai fait ce claim sur YouTube, sans grand espoir, en fait, pour rien vous dire. À ce stade, moi j'ai juste envie qu'il me foute la paix, et qu'il oublie d'être un harceleur. Ce serait bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas que je veux que sa chaîne disparaisse, que je veux du mal à ce monsieur, c'est que je n'ai aucun moyen qu'il arrête de vouloir me nuire. Donc dans ces conditions, si vous considérez que, malgré tout que je suis un gros connard, eh ben tant pis, ça ne me concerne pas. J'assume en fait d'avoir fait ça. Parce que, en fait, je n'ai pas vu la loi, j'ai utilisé le règlement de YouTube. Alors, je n'aime pas le strike quand même, parce que, je vais le répéter, c'est important de pouvoir s'exprimer et d'avoir le droit de mettre un extrait de la parole qu'on veut critiquer, je le fais. C'est très très bien de mettre un extrait pour pouvoir montrer ce qu'on critique, que les gens voient de quoi on parle et qu'on ne puisse pas faire des hommes de paille. Alors, pour peu qu'on mette l'extrait en entier et pas hors contexte. Donc, c'est important d'avoir ce droit. Mais vous savez bien que pour tous les droits, il y a des gens qui en abusent. Vous savez bien que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Vous savez, j'espère que vous n'avez pas le droit de crier au feu dans un théâtre plein. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Brioude. Parce qu'il y a des dangers. Donc, les gens qui abusent de leur liberté, en fait, mettent en danger les autres autour d'eux. Je pense qu'il faudrait arrêter de faire ça. Donc les limites de la liberté d'expression, c'est compliqué, ça se discute, ça se négocie, c'est pas à moi de décider, mais j'ai le droit d'avoir un avis. Et donc mon avis, c'est ceci, j'ai 4 points. Sortir 11 vidéos en 12 jours, au moment où j'ai fait cette réclamation, et maintenant on doit être à 16 vidéos en 20 jours, sur la zététique et moi, et autour. Sur la chaîne de Psychodélique, pour se foutre de ma gueule, soit, il a le droit, tout en prétendant inventer une branche zététique serbe qui n'existe que dans les vidéos où ce monsieur prend mon travail, lit des tweets insultants, diffamants, ajoute un commentaire vaseux et invite les gens à phagocyter l'algorithme. Bon. Utiliser des titres dégueulasses qui font l'amalgame entre la tronche en biais, moi-même et la pédophilie, sans jamais oser écrire ou même prononcer correctement le mot, ce qui indique que quand même le monsieur sent bien qu'il y a un problème, qu'il joue avec les limites, voire qu'il a peur du strike. Peut-être que c'était justifié d'avoir peur du strike dans ces conditions. Ça rappelle ce que la complosphère fait en trafiquant les mots pour éviter la modération. Acheter et montrer à l'antenne de manière répétée une grenouillère que personne d'autre n'a achetée, avec le logo « J'aime la tronche en biais, j'aime la Thèbes », pour alimenter les délires qui prétendent que ce serait un slogan pédophile. Publier des articles écrits avec ChatGPT, respectez-vous, Dalibor Stanislavitch, qui sont des véritables fake news, tout en les présentant comme d'authentiques contributions de chercheurs, ou des vrais témoignages de gens déçus par la zététique, dans le seul but, sinon expliquez-moi, de nuire
Bah, à moi, parce que en général, je suis cité. À mon travail, et elle a été dit qu'en général, qu'il n'avait rien demandé. Pour la faire passer pour un mouvement politisé et sectaire, le mot sectaire a été prononcé, et même écrit en miniature, de la part d'un type dont les contenus sont au service des paniques de l'extrême droite contre les minorités sexuelles, qui se prétend apolitique et dont on m'explique parmi les gens qui le connaissent bien que en fait c'est une blague, il sait très bien qu'il n'est pas apolitique. Moi ça me paraît totalement dingue. Donc vous avez le droit de penser que c'est un usage convenable de la liberté d'expression, que c'est un esprit coubertin, et j'ai un avis différent. Alors, j'ai regardé les vidéos de Dalibor. Contrairement à ce que s'imaginent des dizaines de commentateurs qui me reprochent de n'avoir rien regardé en vertu d'un message privé, qui était censé rester privé, que j'ai écrit à M. Stanislavitch, pour lui dire que je pensais qu'il devrait retirer une vidéo intitulée « Tronche en biais » en soutien à une Z qui parle d'amour dans les fesses à des gamins de 6 ans. Voilà, je faisais cette demande, c'est vrai, sans avoir regardé la vidéo, parce que le titre était suffisant, en fait. Depuis, j'ai regardé, et depuis, je maintiens mon avis. Alors donc, il se trouve qu'il y a des règles, même sur YouTube. Donc on en arrive à ce qui s'est passé. Pour faire tomber un gourou qui torture psychologiquement ses adeptes, l'angle le plus efficace, ce n'est pas l'emprise mentale. Pourtant, voilà, c'est le pognon. Voilà. Les malversations financières, parce que ça, on peut prouver. Bien sûr, le plus grave, c'est l'emprise mentale, c'est la violence psychologique, n'empêche que c'est pas ça qui fait tomber les gourous. En général, les lois étant ce qu'elles sont, c'est l'argent qui fait tomber les gourous. Et bien sur YouTube, c'est pareil, figurez-vous. C'est l'atteinte au droit d'auteur qui est le critère le plus sensible de la plateforme. C'est ça qui fait réagir YouTube. Plus que les comportements toxiques et dangereux. Alors bon, on m'a conseillé de aussi peut-être porter réclamation pour harcèlement. Peut-être qu'on le fera, mais ça je verrai avec mon avocat. Donc quand la 11e vidéo est sortie, qui durait plus d'1 heure, qui parlait que de moi, et qui reprenait l'ensemble de ma propre vidéo de 37 minutes, je me suis dit que j'allais demander à YouTube ce qu'il en pense, en termes de droit d'auteur, sans garantie. Et YouTube a décidé qu'un strike était justifié. Bon, j'estime que c'est un bel avertissement, au minimum. Et je rappelle que Dalibor Stanislavitch s'est fait bannir de Twitter et de Twitch sans mon aide. C'est pas Mandax qui est responsable de tous ces malheurs. Donc s'il se fait bannir à répétition, peut-être qu'il devrait se dire « Mince, il y a un truc dans mon travail que peut-être je devrais revoir. » J'invite à faire ça, à faire une autocritique. Donc, et maintenant, alors je tiens à vous rassurer. Alors, si vous êtes venu en... hate watching, si vous voulez absolument me pourrir, vous allez continuer, mais si vous êtes là parce que vous vous inquiétez de la direction que tout ça prend, je vais vous rassurer tout de suite. Je ne compte pas utiliser le strike comme un outil classique, tous les jours contre tout le monde. Les gens ont le droit de prendre des extraits de mon travail, des citations, pour critiquer, ou pour dire que c'est bien d'ailleurs. Vous avez le droit. C'est le fair use, c'est très bien. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, Patchwork a critiqué vertement la politique des erreurs. J'ai pas aimé la critique, je trouve qu'ils étaient à côté de la plaque. Je ne sais plus en détail le format de leur vidéo, mais s'ils ont utilisé des extraits de la boutique des erreurs, ce qui est mieux, s'ils veulent critiquer, il vaut mettre des extraits, dans la mesure où ils portent une critique de fond, qui est substantielle, que je trouve pas pertinente, donc j'ai pas répondu, mais qui est de fond, il n'y a aucune raison pour que j'aille striker leur vidéo. Vous voyez ? Là, on a une critique de fond, et puis à côté, on a du harcèlement, du troll, de quelqu'un qui trouve ça rigolo. Ah, tu trouves pas ça drôle, pourquoi ? Non. Bah. Donc, avec Dalibor Stanislavitch, on est dans du parasitisme. Donc le fair use, c'est pour les extraits et pas pour l'ensemble d'une vidéo de 37 minutes. Mais surtout, on est dans une situation de... c'est pas un conflit d'opinion. C'est pas un débat de fond. On est dans la situation où, pardonnez-moi, un charognard d'Internet se jette sur une non-affaire de boutique Spreadshirt, fait le buzz là-dessus, sans aucun égard pour les personnes impliquées, ni pour le problème de la pédocriminalité qui mérite de ne pas tourner en ridicule. À chaque fois que des gens tournent en ridicule, utilisent la pédophilie et la pédocriminalité pour attaquer des gens, il y a un mépris consommé pour les vraies victimes des vrais crimes de tout ça. Et moi, ça me rend dingue. Je suis outré par ça. Donc, je réagis.
Donc depuis cet épisode de la boutique, j'ai fait clairement, je crois, comprendre à Dalibor Stanislavievitch qu'il ne fallait pas qu'il s'imagine trop faire de la zététique juste parce que Aberkan a laissé entendre dans un tweet. Et depuis, je pense qu'il est devenu un peu obsédé. Voilà. D'ailleurs, il est très ami maintenant avec M. Delavier. Il a passé la soirée d'hier avec M. Delavier, Frédéric Delavier. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait une vidéo ensemble. Delavier que je poursuis pour harcèlement, hein, qui est un harceleur. Je ne veux pas dire que qui se ressemble s'assemble, mais quand même j'y pense un petit peu. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc il est devenu obsédé, un peu comme Delavier. Il a fait des vues avec des vidéos titrées « La zététique est devenue une secte ». Mandax fait de la fake news. Pourquoi la zététique est morte? Et ça, c'est que les vidéos sorties cette semaine. Ou en allant déterrer la vie d'Alain Soral sur la tronche en biais donnée il y a quelques années. Pourquoi ramener Alain Soral? Pour quelqu'un qui est apolitique, pourquoi ramener Alain Soral? Ou en ramenant la vie du cercle Cobalt, pourquoi ramener le cercle Cobalt sur une discussion qui a eu lieu en 2019 sur le fameux garçon-fille? Tout ça parce que c'est pratique de trouver des gens qui me tapent dessus pour dire voilà tout le mal qu'ils pensent de moi, et parce que ça arrange son militantisme transphobe. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Hein. Dalibor est un militant transphobe. Je suis désolé. Si vous ne vous en êtes pas rendu compte, regardez bien. Et donc sa transphobie, elle n'est ni zététique, ni respectable, ni très apolitique. Voilà, comme ça, qu'on se le dise. Maintenant, j'entends qu'on me dit, mais il faut discuter, il faut débattre. Alors moi, des débats, j'en ai fait. J'ai débattu avec des gens, notamment sur la question de Dieu, sur les religions. Je trouve que c'est intéressant de débattre. Je vais continuer de le faire. En fait, dans Entretien sceptique sur la chaîne, je veux discuter avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, sur des sujets sur lesquels j'ai un truc à apporter. Donc ça va être limité, hein. On ne va pas parler de tout. Hein. Je ne vais pas débattre de tous les sujets, parce que je suis très très incompétent. Mais je vois pas l'intérêt de faire un débat avec M. Stanislavievitch. On parlait de quoi? On parlait de son harcèlement. Il n'y aura pas de débat avec Aberkan. La question en débat, ce serait est-ce qu'Aberkan est un imposteur? On ne peut pas débattre avec quelqu'un de ça. Avec Grimaud, on l'a reçu pour tester sa méthode. C'était pas un vrai débat. C'était une discussion construite pour mettre en évidence les problèmes. Et depuis que Grimaud est devenu un harceleur toxique, il n'y a plus de débat possible. Donc on ne peut pas débattre avec tout le monde n'importe comment. Et donc ne me demandez pas de débattre avec quelqu'un dont j'estime qu'il est moins harceleur. On ne fait pas ça. Voilà, donc le trollage, l'insinuation et le harcèlement ne sont pas des points sur lesquels j'ai envie de papoter avec quelqu'un en plus qui fait de la désinformation. J'ai pu constater par le passé que ceux qui ont pris le temps d'aller discuter avec lui ont fait ça en pure perte. Il n'y a pas d'évolution, de progression chez M. Stanislavievitch. Et je sais que ça peut paraître arrogant, je prends le risque, j'ai mieux à faire. Je pense que mon travail... voilà, j'ai mieux à faire. Bon. Mais j'ai un tort. Voilà. Dans l'affaire, j'ai un tort. J'y reviens. J'aurais dû ne pas réagir. J'aurais dû endurer les propos débiles et infamants et les sables de commentaires. Parce que ce qu'on fait sur la tronche en biais est trop important. On reçoit des messages de gens qui nous disent que ça change leur vie, que ça les aide. Voilà. Il y a des témoignages. La zététique, en fait, c'est plus important que le drama. Je le sais, j'en ai cruellement conscience. Et ça me pèse de passer du temps là-dessus. Et je vous rassure, c'est la deuxième vidéo sur Dalibor. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Hein. On lutte contre la désinformation, notamment sanitaire, contre les gourous, contre les complotistes, contre les pseudosciences, contre des gens qui manipulent les autres. On travaille beaucoup pour faire mieux comprendre les sciences et la nécessité de douter correctement, avec un bon dosage. On est invité partout en sciences, en France, à faire des conférences, je sors des livres, on fait des choses sérieuses, on est reconnu. Et en effet, il ne fallait pas s'abaisser à ça, il ne fallait pas se battre dans la boue. Or, j'ai mis un pied. Mais à culpa, il y a un problème, je n'aurais pas dû faire ça. Pas vous dire mieux, ça aurait été bien que je me sente capable de ne pas le faire. Voilà. J'ai été faible, j'ai réagi, j'ai été faible ou sensible. Maintenant, vous avez le droit de me pourrir pour ça et de considérer que vraiment c'est scandaleux que je ne sois pas parfait. Et dans un sens, je l'ai déjà croisé plusieurs fois,
il y a un petit côté étonnamment élogieux. Il y a des gens qui me reprochent des choses en mode « tu devrais être parfait ». Et qui attendent de moi, et d'autres, hein, mais de moi en particulier, parce que je porte une blouse, hein, j'aurais pas dû, que je sois une incarnation parfaite de quelque chose, et comme je ne le suis pas, ils m'en veulent un peu. Donc à la fois c'est hyper élogieux, et c'est un peu toxique. Donc non, je ne suis pas parfait, et je vais refaire des erreurs. Et donc là-dessus, peut-être que je n'aurais pas dû, sûrement que j'aurais dû réagir autrement, ou bien réagir mieux dans la manière dont je l'ai fait. J'aurais peut-être dû passer une semaine à disséquer tout le travail, ce que fait Dalibor Stanislavic pour faire un débunkage en règle, mais le temps, moi j'étais en train de finir mon bouquin, et ce temps je l'avais pas. Et ce temps j'ai pas envie de le mettre. Donc voilà, peut-être que évidemment, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, et peut-être que je n'ai pas été à la hauteur là-dessus. Entendu. Mais je vais quand même mettre 2 bémols, si vous permettez. Fallait-il rester sans réagir face aux créateurs de contenu qui font carrière dans la toxicité? Il y a des gens qui sont sur Internet, qui sont toxiques, qui pourrissent des gens, et le jour où ils m'attaquent moi, il aurait fallu que je fasse le gros dos, le dos rond, jusqu'à ce qu'il change de cible. Jusqu'à ce que le prochain qui sera ciblé fasse lui quelque chose. En fait, c'est dire, non, moi je veux pas être responsable, et je laisse à d'autres, qui seront des futures victimes, tout le travail de mettre hors d'état de nuire cette personne qui fait tout ça. C'est pas dans mon tempérament. On entend beaucoup de gens dire aujourd'hui, Hanouna, Cyril Hanouna, c'est scandaleux, il tire la France vers le bas, c'est de la poubelle, il génère des comportements insupportables, il génère des trucs, des problèmes, mais tout le monde a laissé faire. Hein. Hanouna, il est extrêmement puissant maintenant, parce que personne qui était en mesure de le faire ne l'a arrêté avant. Alors on peut regretter, on peut dire non, c'est normal, c'est la liberté d'expression, on dit ce qu'on veut, moi j'ai décidé que me taire et espérer que l'orage passe pour que le monsieur Stanislavic aille devenir toxique ailleurs, c'était irresponsable, en fait. Donc, bémol. Et second bémol, même sans réagir directement à ses propos sur moi, regardez un peu sa ligne éditoriale. Regardez un peu de quoi il parle, comment il en parle. Moi, je suis désolé, mais la manière dont Dalibor Stanislavic fait la promotion de la transphobie et des paniques morales de droite, et tape sur les SHS des sciences, et nous, notre rôle, c'est de promouvoir et de défendre les sciences, tôt ou tard, il y aura eu collision, parce que, dans la mesure où il avait parlé d'Aberkan, j'ai vu sa vidéo. Il y a d'autres gens qui sont sûrement bien pires que M. Stanislavic, dont je ne connais pas les contenus, et donc je ne vais pas aller m'y attaquer. Mais depuis qu'il a fait ses vidéos sur Aberkan, je vois ce qu'il fait, et tôt ou tard, ça aurait clashé, parce qu'il fait vraiment de la merde, en fait. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, je marche un peu à ça. Je marche un peu à l'indignation, à la colère par rapport à des trucs, et donc je fais des vidéos. Et peut-être que, in fine, ça aurait fini quand même par clasher avec lui, même sans ça. Mais peut-être que du coup, ça aurait été un clash avec de la substance. Comme quand j'ai clashé Mukeli, Jean-Dominique Michel ou Aberkan, c'était après beaucoup de temps de réflexion, on regarde ce qui se passe, on regarde le contenu, et on clash. Et là, j'ai pas eu l'occasion, parce qu'en fait, il m'a pourri, il m'a harcelé. Donc ces 2 bémols, montrent que, de toute façon, ne rien faire, ne pas réagir, n'était peut-être pas non plus une bonne solution. Il n'y avait plus que des mauvaises solutions dans la situation où on était, et j'ai choisi une des solutions. Bon. Alors maintenant que tout ça est dit, je voudrais revenir à des activités plus utiles. On a plein de sujets sur lesquels on veut travailler. On a un programme qui est, je crois, fort intéressant pour les prochaines semaines et les prochains mois. En quelques mots, on va parler du satanisme dans le prochain tranche en live, c'était prévu depuis quelque temps. Vous verrez qu'en creux, ça éclaire la question des paniques morales et politiques. Le satanisme, en fait, il y a une dimension comme ça, et c'est intéressant comme objet, justement, un peu dépassionné pour en parler.
On va parler de handicap invisible et de maladies invisibles avec des spécialistes. À la rentrée, c'est prévu qu'on parle de fascisme avec un historien pour délimiter les contours scientifiques du concept. Est-ce que le fascisme existe? Si oui, comment on le définit? Parce qu'il y en a marre d'entendre parler de facho partout et de ne pas savoir ce que c'est. Et il y a d'autres contenus en préparation sur la pensée magique, sur la pensée complotiste, sur l'égyptologie. On va parler d'Égypte et on a un beau projet là-dessus. J'aimerais qu'il aboutisse. Donc le travail de fond va continuer. Il n'est pas question que je repasse encore autant de temps à parler de M. Stanislavovitch. Comme toujours, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser, mais pour vous proposer de questionner les idées reçues et la manière dont nous voyons le monde avec nos outils mentaux, avec nos schémas. Et je vais enregistrer très prochainement donc, un vlog tiré de l'effet critique pour les nuls sur la mort des concepts, qui me semble intéressant. Et puis nous allons revenir sur le débunkage du documentaire des documentaires des vaccins et des hommes sur Arte avec les invités du live. Ce sera dimanche. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère. Je verrai vos commentaires, j'y répondrai peut-être. J'aimerais bien passer à autre chose maintenant. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on peut les faire ensemble, restez. On a besoin de vous. Encore une fois, hein, le vrai travail, nous on touche les abonnés, et c'est vous, les gens qui regardez, qui derrière allez sur le terrain, de proche en proche, faire les choses. Hein. Donc on fera rien sans vous. Et évidemment, on ne fait rien sans votre soutien, donc pensez à soutenir la steak et la tranche en biais sur YouTube, il n'y en a plus, sur Tipeee, sur Helloasso, sur Patreon. Merci beaucoup. En gros, je vais bien, mais vraiment, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et si j'en suis venu à cette extrémité, c'est que ça ne va pas aussi bien que ça devrait. Voilà. Et on n'est pas là pour souffrir. Donc prenez soin de vous. Si des gens autour de vous sont victimes de choses comme ça, ne leur donnez pas comme conseil de parler avec leur harceleur, s'il vous plaît. Si ce sont des victimes, donnez-leur des conseils en conséquence. Et ça ne peut pas être de faire tous les efforts à la place du coupable, du harceleur. Ça ne va pas être ça. Je vous embrasse, à très bientôt, et puis des bisous.